Bonjour et bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs en direct tous les mercredis à midi et demi sur Décideur TV. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités via le chat à côté de cette vidéo. Et je rappelle également notre jeu concours pour ce mois-ci. Si vous vous connectez sur notre compte Décideur TV et que vous posez une question, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort lors de l'émission de la fin du mois pour gagner le téléphone des décideurs de notre partenaire Invoxia. Aujourd'hui, nous allons parler de la levée de fonds. Les chiffres du capital risque et du capital investissement sont en berne en France. Alors si vous cherchez de l'argent, regardez bien cette émission. Nous allons voir comment faire sortir sa start-up du lot et maximiser ses chances de lever de l'argent. Et pour répondre à toutes vos questions, nous recevons deux entrepreneurs qui ont levé beaucoup d'argent dans leur carrière, mais également qui ont investi dans de nombreuses boîtes. Patrick Robin, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'agence 24heures.fr de conseil en stratégie digitale. Vous êtes également un entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. Je ne citerai pas toutes vos entreprises, il y en a une quinzaine. C'était hier. Exactement, dans l'édition, la presse, un des pionniers de l'accès Internet avec Imaginette. Et comme je le disais, vous êtes également un investisseur avec des participations dans Attractive World, PrestaShop ou encore Tech Commander. Tag Commander. Tag Commander, il n'y a pas de bêtises. À vos côtés, Marc Rougier, cofondateur de Scoopit, plateforme de curation sur le web créée en 2011. Et vous êtes également le fondateur de Meiosis, qui par le passé a été revendu à IBM. Belle prestation. Et vous êtes également investisseur dans 1001 pharmacies et Sigfox, je prononce bien. Et quelques autres. Et quelques autres, entre autres. Messieurs, on vient de le voir, vous avez été donc à l'origine de nombreuses créations de boîtes. Pour donner un ordre de comparaison aux jeunes entrepreneurs, est-ce que vous pouvez raconter, vous, votre expérience en termes de levée de fonds? Est-ce que quand vous avez créé vos premières entreprises, vous aviez pensé à la levée de fonds, vous avez fait des levées de fonds? Tu prends le chef? Patrick, par exemple. Écoutez, en tout cas, dans les années, on va juste parler des années digitales Ouais. en ce qui me concerne, parce que sinon, ça nous oblige à remonter très très loin. En tout cas, à l'époque de la création d'Imaginette, donc fin 94, les VC étaient plutôt rares. Et le seul contact de mémoire que j'ai pu avoir avec un VC à cette époque, ça devait être en 96, 97, donc on était encore avant véritablement le début du début de l'Internet en France. Je crois que le premier que j'ai rencontré, qui était de Banexi et qui sévit toujours d'ailleurs, a passé une demi-heure à m'expliquer qu'Internet c'était un effet de mode. Ça m'a guéri, j'ai plus revu un VC après jusqu'à la revente d'Imaginette. Donc aucune levée de fonds dans vos présentes sociétés, sauf à 24 heures. La première fois où j'ai vraiment levé des fonds, ça a été pour 24 heures. Ok, on va en reparler justement. Et vous, Marc, comment ça s'est passé également? Alors, la toute première entreprise, Internet n'existait pas. Donc le mot start-up et même le mot VC, j'en avais jamais entendu parler, bien évidemment. Donc il s'est passé pas mal de temps, effectivement. Là, on va repartir dans les années digitales. Ma première levée de fonds, c'était en 2000, qui était parfaitement bien synchronisée avec l'explosion de la bulle 1.0. Donc ça a été assez rock'n'roll. Et là, par contre, j'avais entendu parler du capital risque et je voulais faire une boîte, un éditeur logiciel qui aurait besoin d'investissements R&D assez substantiels. Donc je me suis assez rapidement dirigé vers ce qu'était le capital risque en France en 2000. Donc encore vivant, mais un petit peu sous la douleur de l'explosion de la première bulle et puis encore pas totalement mature. Alors on a une question déjà sur le jargon. C'est vrai qu'on va utiliser beaucoup de jargon, je pense, dans cette émission. Bat nous demande, c'est quoi un VC? D'accord, donc venture capitaliste, qu'on appelle malheureusement capital risque en France. Je dis malheureusement parce que la traduction, ça serait le capital aventure ou le capital opportunité, qui est un petit peu plus sympa quand même en américain. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette première levée que vous avez faite avec 24 heures? Comment ça s'est passé du coup? C'était une première pour vous? En fait, j'ai respecté les conseils que je donne aujourd'hui à de jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire que j'y suis allé étape par étape et j'ai respecté les différentes étapes. Donc j'ai commencé par du love money. Donc le love money, c'est l'argent de la famille, des amis, des proches et qui regardent même pas le dossier et qui vous font confiance parce que c'est vous et puis voilà. Et disons que cette période, cette phase en tout cas dans la vie d'une jeune start-up, elle est là pour vous permettre de commencer à faire le proto, éventuellement si possible à faire la preuve du concept de votre start-up et de vous amener à la seconde étape. Et la seconde étape, ça va être, que j'ai faite ensuite pour 24 heures, qui a été une étape de business angel.
Donc là, vous allez chercher effectivement des gens… Plus d'argent. Voilà, des anciens entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont la chance d'avoir un peu de patrimoine et qui sont prêts à réinvestir, qui étaient prêts en tout cas jusqu'à la loi de finances 2013, à réinvestir cet argent dans des startups et à prendre beaucoup de risques pour cela. Et donc cette phase doit vous permettre normalement là, je dirais, de commencer à déployer votre entreprise et à créer de l'attraction. Donc l'attraction, ça va être soit de l'audience, soit un nombre d'inscrits, soit un nombre de comptes ouverts, soit etc. Donc de commencer à pouvoir envisager la troisième étape, qui est d'aller voir des VC, mais en leur montrant déjà une forte traction de votre startup. Et donc c'est ce que j'ai fait effectivement pour 24 heures. Donc, après Business Angel, on a démarré, puisqu'à l'époque j'avais démarré 24 heures en 2006 sur le concept des ventes privées. Aujourd'hui nous sommes une agence conseil en stratégie digitale. Il y a eu 2 pivots dans l'histoire de 24 heures. Il y a eu 3-4 pivots dans l'histoire de 24 heures. On a fait une émission sur le pivot notamment. Voilà. Et donc effectivement on a commencé à faire du chiffre d'affaires. On a fait 200-300 000 euros de chiffre d'affaires avant d'aller voir effectivement des VC et de leur dire voilà, maintenant on a besoin de vous pour accélérer. Question justement, on va rebondir là-dessus sur Odile qui demande quelles sont les exigences des investisseurs. On peut peut-être revenir sur l'exemple, après on verra avec Marc. Quelles ont été leurs exigences? C'était du chiffre d'affaires comme vous venez de le dire, là ils voulaient voir que ça marche? Ce n'est pas une question d'exigence, c'est plus une question de pratique et de bon sens. Je crois que d'abord, il y a des périodes. Il est clair que la période qu'évoquait Marc des années 2000 n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Juste pour rappel, moi, la deuxième levée de fonds que j'ai faite pour 24 heures, je l'ai faite, j'ai commencé mon roadshow, ce qu'on appelle le roadshow, donc votre petite tournée des VC. Mon premier rendez-vous était le jour où Lehman Brothers s'est effondré, donc en octobre 2008. Donc vous imaginez l'ambiance dans la salle, et c'était plutôt moi qui essayais de remonter le moral des investisseurs, plutôt que eux qui essayaient de me dire « ouais, vas-y, petit gars ». Donc c'est pas toujours facile, donc il y a des périodes. Aujourd'hui, on est dans une période de crise, on est aussi dans une période d'une certaine maturité de l'Internet, des startups, etc. Donc aujourd'hui, l'approche n'est plus la même et il y a des choses de bon sens. Donc c'est vrai que vous ne pouvez plus vous permettre aujourd'hui d'aller voir des VC avec un PowerPoint en vous disant j'ai une idée géniale, j'ai pas de concurrents et les grands groupes sont tellement lents que de toute façon nous on est tellement agile qu'on va casser la baraque, etc. Ça se passe plus comme ça. Alors je rappelle juste pour information, pour donner un ordre d'idée, que les levées de fonds dont vous parlez là, c'est de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros à chaque fois. Vous avez fait 2 levées de fonds pour… en ce qui me concerne, oui. Pour ce qui vous concerne. Mais des levées de fonds auprès de VC, ça peut commencer à partir d'1 million d'euros. Marc, pour répondre aussi aux exigences des investisseurs, vous, quel est votre retour d'expérience? Alors moi, l'histoire de Meliosith, ma première levée de fonds était un petit peu différente, puisqu'on n'avait pas de love money, mais je souscris parfaitement à cette idée d'étape et aussi à l'idée du contexte. On ne lève pas de l'argent de la même façon en fonction du contexte global. Moi, j'avais en fait pris contact avec un leveur de fonds qui s'appelait Tokamak, qui habitait près d'ici. Et grâce à Tokamak, on a réussi à faire ce qu'on appelle un tour de seed, donc d'amorçage, c'est-à-dire passer directement à l'étape 1,5 ou 2. Et en fait, parce qu'on partait sur un business model assez ambitieux, sur lequel il y avait de la R&D à faire, et donc la preuve de concept nécessitait un investissement un petit peu substantiel et du temps. Et c'est très dur à faire, et peut-être encore plus dur à faire aujourd'hui, de partir dans un espèce de tunnel un petit peu spéculatif avec l'espoir d'en sortir plus tard. Ceci dit, quel que soit le contexte, il y a quand même des fondamentaux qui restent. Bon, d'abord, il n'y a pas de clé absolument certaine pour lever, quel que soit le contexte, mais il y a quand même certains fondamentaux. Et celui qui est totalement immuable, c'est l'équipe. Moi, j'ai fait des erreurs dans mes levées de fonds et aussi dans des boîtes que j'ai voulu accompagner en négligeant un petit peu ça. C'est marqué dans tous les bouquins et malgré tout, on le néglige parce qu'on pense pouvoir passer au-dessus. Par exemple, dans tous les bouquins, c'est marqué il ne faut pas monter une boîte avec ses amis ni avec sa femme. Moi, j'ai fait avec ma femme, mes amis, les femmes de mes amis, et j'ai connu des passages un petit peu difficiles à cet égard. Donc, l'équipe, dans sa motivation, dans son engagement… est plus importante qu'un tableur Excel, par exemple. Pour commencer, c'est la valeur absolue, parce qu'en fait, il n'y a pas une boîte qui suit son business plan, donc ce qu'on appelle le pivot. Savoir pivoter, c'est très très dur, parce que ça répond à une contradiction en fait de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneur, on lui dit il faut que tu sois super motivé, que tu aies un but et que tu t'y accroches avec hargne et détermination, ce qui est vrai. Et en même temps, on lui dit il faut que tu sois flexible, que tu saches écouter le marché et que tu saches te repositionner. Et donc, tenir un cap de façon certaine et en même temps savoir pivoter, savoir jouer en fonction du contexte et s'adapter, c'est contradictoire, c'est un contresens. Et pourtant, il faut le faire et regarder si une équipe peut faire ça, indépendamment de ses compétences techniques, bien évidemment, qui correspondent au métier dans lequel ils veulent jouer.
qui est un prérequis trivial. Indépendamment de ça, c'est surtout cette capacité à être suffisamment hargneux pour passer au travers des hivers froids et en même temps suffisamment souple pour s'adapter et savoir pivoter. Alors une question de Bat qui nous demande faire rentrer un nouvel actionnaire ne change-t-il pas trop la gouvernance de l'entreprise et les plans du dirigeant? Qu'est-ce que ça fait de faire venir des gens à bord du bateau? Oui, ça change, mais c'est un sujet un petit peu marginal. Ouais. La gouvernance, elle est en gros en 3 étapes. Il y a l'assemblée générale, c'est-à-dire les actionnaires, les gens qui possèdent des parts dans la boîte, et donc les associés financiers, les investisseurs. Et puis il y a le conseil d'administration, le conseil de surveillance, ce qu'on veut au milieu, et puis il y a l'équipe de management. Bien évidemment, les actionnaires veulent savoir ce qui se passe dans une boîte, ils peuvent donner leur opinion, mais ils ne gèrent pas la boîte. Les actionnaires, quand ils viennent dans une boîte, c'est qu'ils pensent que l'équipe de management est capable de créer de la valeur. Et ça serait un contresens de leur part de dire prendre de l'argent pour créer de la valeur, mais par ailleurs, je vais te dire comment faire. Les actionnaires qui font ça, en général, n'ont pas bien compris le jeu des startups. Donc, celui qui gère la boîte, en général, c'est celui qui a le savoir-faire, et un savoir-faire qu'il prouve. Il faut qu'il y ait de la confiance de la part de ses investisseurs. Maintenant, l'actionnaire va quand même vouloir savoir ce qui se passe, et puis de temps en temps s'inquiéter, lever des drapeaux, peut-être aussi de façon constructive amener des idées, des réseaux et des informations. Donc oui, ça a un impact, aucun doute, mais ça ne bouleverse pas la stratégie de la boîte. Quand on pivote, par exemple... Moi, j'ajouterais, oui, ça ajoute du changement, mais du changement souvent très positif. C'est-à-dire que ça vous oblige à mettre en place des outils, des reporting, enfin, ça vous oblige à plus de rigueur à partir du moment où vous avez effectivement des actionnaires à votre board. Et c'est plutôt bénéfique, je trouve, pour les entreprises en général. Vous avez comme point commun d'avoir tous les deux levé des fonds et de pivoter aussi. Comment est-ce que ça se passe avec la relation avec l'investisseur de ce point de vue-là? Est-ce que vous lui dites, voilà, je vais changer mon business model finalement? Est-ce que ça soit en accord avec lui ou comment est-ce que vous avez géré ça, vous, personnellement? Ça se prépare. Ça se prépare. Ça dépend aussi des investisseurs que vous avez en face de vous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir d'Invest très tôt. Donc Benoît Grossman, qui est quelqu'un qui a fait ses preuves sur le marché, qui a fait quelques belles success stories et qui est encore en train d'en faire avec Riteo ou Dailymotion ou des choses comme ça. Donc des gens qui ont un peu de bouteille et qui ont une certaine expérience. Et qui justement n'essayent pas de venir s'immiscer dans votre boulot. Ils savent que voilà, vous savez faire et qu'eux, ils peuvent vous aider sur d'autres sujets. Donc effectivement, c'est important de voir quel type d'investisseur vous avez en face de vous. Et ensuite, effectivement, ça se prépare. Il ne faut pas arriver un jour au board comme ça en disant bah, tiens, finalement, ça ne marche pas très bien, on va complètement changer, on va vendre des petits pois maintenant. On va faire tourner beaucoup de questions d'internautes. Alors, il y a beaucoup de questions d'internautes qui se posent la question, faut-il garder une part majoritaire pour garder la main sur son business? Alors, cette question-là, je la reçois de la part de tous les entrepreneurs il y a beaucoup de questions débutants, et ça semble être totalement anxiogène. Ça fait peur, et pour moi, c'est une non-question absolue. Alors, bien évidemment, quand on crée une entreprise, il y a une motivation patrimoniale. On veut que ça marche et puis que ça rapporte. Mais ce n'est pas la motivation première. Et pour moi, le critère, après, c'est très personnel. Pour moi, le critère important quand on crée une boîte, c'est le dynamisme, c'est le momentum. C'est le fait d'avoir les moyens de faire quelque chose, de s'exprimer, de tenter de créer. Et si ces moyens-là, ils se payent par un partage du gâteau patrimonial, ça me paraît totalement légitime. La majorité, c'est quelque chose d'assez flou parce que c'est une majorité à l'Assemblée générale qui a des pouvoirs en fait une fois par an pour valider les comptes. C'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est d'avoir des associés avec qui on a envie de travailler, qui apportent de la valeur. Donc le choix des actionnaires, quand on a la chance de pouvoir le faire, c'est quelque chose de déterminant. Précisément, savoir travailler les pivots ensemble, c'est très important. Mais savoir quelqu'un qui a 2% de plus, 3% de plus, moi personnellement, dans Meio 6, on est arrivé parce qu'on allait très loin en R&D, à lever près de 15 millions, il y a eu 14 actionnaires, j'ai perdu la majorité très rapidement. Ça ne m'a pas empêché d'être la personne qui gérait la boîte et d'en tirer un bénéfice de plaisir d'aventure et patrimonial également derrière. Et dans Scoopit, pareil, on a pivoté également et ces pivots amènent parfois d'autres actionnaires. La dilution est un sujet à la marge. C'est l'entrepreneur qui se lance sous le sujet principal de la dilution, ne se lance pas sous la bonne motivation. En tout cas, ce n'est pas une question de majorité ou pas de majorité. Alors, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a l'expertise, comme tu le disais tout à l'heure. Je rebondis sur Kamel qui nous demande, mais les actionnaires majoritaires ont le pouvoir de vous virer s'ils ne sont pas contents. Ça, c'est ce que Kamel nous dit. Même si vous êtes majoritaire, s'ils ne sont pas contents, ils trouveront toujours le moyen de vous virer. Ne vous inquiétez pas. Ça n'assure en rien. C'est une question de confiance et d'avoir envie de faire ensemble. C'est quand même... Albert nous demande comment se passe le remboursement. Alors, en fait, on parle de la sortie, j'imagine, de l'investisseur.
Comment est-ce que ça se passe? Enfin, il met de l'argent, comment ça se passe à peu près Le remboursement, c'est patrimonial. C'est-à-dire la revente de qu'effectivement, le l'entreprise. VC, il a un certain nombre d'actions et donc c'est réparti ensuite au prorata. Alors après, il y a toujours des clauses qui peuvent être un petit peu violentes. Ça dépend effectivement des packs d'actionnaires où effectivement, ils peuvent être amenés à toucher plus ou être remboursés en priorité de leur investissement et ensuite le partage au prorata de la valeur des cessions se fait après remboursement. Il y a plein de mécanismes un petit peu complexes. Mais peut-être que justement c'est une bonne transition sur le fait que le premier conseil qu'on peut donner à ces jeunes entrepreneurs, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire de bien s'entourer à la fois d'un avocat et justement d'un leveur de fonds. Donc, je vous le disais tout à l'heure, je suis associé d'une banque d'affaires qui s'appelle 10 000 volts, qui coach les startups et qui les accompagne dans leur levée de fonds. Et c'est très important, effectivement, parce que le leveur de fonds va faire non seulement le storytelling de l'histoire de l'entreprise et de la façon de le vendre intelligemment au VC, et puis tout le marketing financier. Et justement, va faire en sorte que l'entrepreneur ne se retrouve pas en frontal dans une discussion, une négociation avec des VC qui seront demain ses associés peut-être autour de la table. Donc les tensions, il faut les déporter. Et puis ce qui est très très important aussi, c'est de ne pas faire tourner un dossier chez les VC, et puis parce qu'on n'y arrive pas, se dire « ah bah tiens, maintenant je vais prendre un leveur de fonds ». C'est un peu comme dans l'immobilier, hein. Si votre appartement il a été trop vu sur le marché et qu'il ne se vend pas, il est grillé pour 2 ans. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. Savoir bien s'entourer. J'ai 2 choses pour la question. Donc pour revenir sur comment on rembourse, donc, on rembourse via effectivement ce qu'a décrit Patrick, qui s'appelle un pacte d'actionnaires. C'est un contrat qui est écrit entre les associés au moment de la levée de fonds, un pacte d'actionnaires, et ça décrit comment l'argent est ensuite partagé. Et ensuite, sur s'entourer, je suis absolument, totalement, fondamentalement d'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle les mentors ou les amis, ou tous les gens qui peuvent créer un écosystème favorable qui fait mûrir la boîte ou le projet un petit peu plus vite. Alexandre nous pose une question assez technique. Ma boîte est brésilienne. Est-il possible de lever des fonds en France sans avoir de structure juridique en France? Alors, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect juridique, mais il y a l'aspect aussi de qu'est-ce qu'un associé, et qu'est-ce qu'un associé capital risqueur. Et en général, on considère que c'est un petit peu un métier de proximité. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent. Il n'apporte pas que de l'argent finalement. Voilà, exactement. Et donc ça peut être difficile à distance. Juridiquement, il n'y a pas de souci. Il existe des investisseurs en France qui investissent à l'étranger. Probablement plus en Chine ou en Allemagne ou en Angleterre qu'au Brésil, mais le Brésil est bien évidemment un marché émergent dans les briques que tout le monde regarde avec beaucoup d'intérêt. Mais disons que le problème n'est pas juridique. Juridiquement, c'est un petit problème parce qu'on va se poser des questions, ça joue comment fiscalement et comment on écrit un pacte d'actionnaires sur une juridiction qui n'est pas la nôtre. Mais le vrai sujet, c'est la proximité entre les associés. Les grands fonds d'investissement ont tout à fait l'habitude, et je connais beaucoup de VC qui seront ravis d'aller à des boards à Sao Paulo ou à Rio sans problème. Alexandre, tu as bien entendu. Odile, dans ce contexte de crise, ne faut-il pas présenter des business plans peu gourmands en capitaux? Alors je le disais en introduction, c'est vrai que les chiffres du capital risque et du capital investissement chutent un petit peu en France là actuellement. Est-ce qu'il faut justement revoir son business plan à la baisse? Il faut en tout cas effectivement qu'il faut se mettre dans des modes frugales. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aujourd'hui présenter des business plans où effectivement on peut montrer une échéance de rentabilité, de points morts assez rapide malgré tout. Pour donner peut-être quelques chiffres, donc effectivement le capital risque est en baisse sur début 2013. Ce n'est pas qu'un aspect fiscal, il était en baisse en 2012, c'est surtout un aspect global de crise financière avec moins d'argent disponible pour les fonds. Mais malgré tout, 2012 a été une année record, mais dû à des exceptions. Il y a Fotolia et Deezer qui ont levé 100 millions, plus de 100 millions chacun, donc c'est un petit peu faussé. Si on enlève ces levées exceptionnelles et extraordinaires, la moyenne des levées de fonds sur 2012 était de 1,5 million. Et sachant que le 1,5 million ne se fait pas en un tour, ça veut dire que le premier tour, le tour d'amorçage, en général, c'est quelques centaines de cas. Effectivement, il faut savoir, avec ces quelques centaines de cas, amener le projet dans une maturité suffisante pour arriver à prouver un concept ou une traction. Maximilienne nous demande, avez-vous proposé à vos salariés de participer à la levée? Alors? Ça ne s'est pas présenté. Par contre, effectivement, une partie de nos salariés ont des BSPCE ou des... Pareil. Voilà. Alors, il y a Bat qui nous pose une question sur un échec. Perdre un actionnaire, est-ce un échec? Avant de répondre à cette question, je voulais qu'on revienne sur une de vos anecdotes, vous, aux États-Unis, où vous avez vu un investisseur qui vous avait dit qu'il n'investirait pas dans votre boîte tant que vous n'avez pas connu l'échec. Est-ce que vous pouvez nous en reparler de cette
petite anecdote. Je suis surpris, vous êtes bien renseigné. Oui, effectivement, donc Mayo 6 comme Scoop It, j'ai eu l'occasion de ce qu'on appelle flipper la boîte aux US, c'est-à-dire de tenter l'aventure américaine. L'aventure qui est absolument excitante parce que le marché, bien évidemment, plus grand, plus mûr, mais aussi très coûteuse, donc il faut prendre ça avec des pincettes. Et à l'occasion de Mayo 6, on s'était posé la question de faire une levée, donc le 3e tour aux US. Et donc j'ai fait le roadshow. À Palo Alto, donc dans la Silicon Valley. J'ai vu pas mal d'investisseurs américains. Expérience très très intéressante parce que la plupart des investisseurs aux US dans les fonds sont des ex-entrepreneurs, donc on apprend beaucoup. Et effectivement, à l'occasion d'un roadshow, j'explique la qualité de mon équipe, la qualité du produit, le marché qui nous attend et toutes ces choses merveilleuses que j'avais à lui proposer. Il était assez impressionné, il fait venir son partenariat. Je rencontre le general manager et puis à la fin il me dit c'est bien ce que tu dis. Et quel est ton grand échec? Et moi j'étais à l'époque pas totalement préparé à déballer mes grands échecs. Bien évidemment ma liste de grands échecs est plus grande maintenant puisque je suis plus avancé dans l'âge. Et je lui sors un échec qui était en fait un semi-échec maquillé comme on fait un petit peu quand on ne sait pas trop faire. Et il me dit ouais d'accord c'est intéressant, eh bien nous allons passer. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il me dit bah oui parce qu'en fait vous n'avez pas encore eu d'échec. Et je vous crois mais vous n'avez pas encore eu d'échec. Or tout entrepreneur connaît un échec majeur à un moment donné. Donc vous allez le connaître et je préférais que ça ne soit pas avec moi. Revenez quand vous aurez connu votre échec. Authentique. Donc, ça permet de... Il y a une vraie différence culturelle là. Ouais. Mais ça vient en France. On commence à doucement, comprendre que quand on essaye des choses et qu'on fait du risque, la définition du risque, c'est que ça ne réussit pas tous les coups. Ouais. Alors, Bad, justement, rebondit sur cette question. En France, quand on échoue pour la création de sa première boîte, on est loser, alors qu'aux USA, les créateurs ont au moins 4 échecs derrière eux. Pourquoi cette différence? On fait un tout petit mémo là-dessus. Non, mais là, c'est très culturel. Ouais. Il n'y a pas la culture de l'échec en France et de l'enrichissement de l'échec. En tout cas, ce qui est très clair, moi, c'est ce que je dis à tous les jeunes entrepreneurs que je peux rencontrer, ou des étudiants aussi, quand je vais dans des écoles, c'est de leur dire tout bêtement la différence entre ce qu'on appelle le loser et le winner, c'est que le loser, il essaye, il échoue, et puis c'est fini, il rentre à l'écurie. Il rebondit pas. Le gagnant, le winner, j'aime pas le terme, mais le gagnant, en tout cas, en général, il essaye, il échoue, il essaye, il échoue, il essaye, et un jour, il réussit. C'est l'itération qui, au final, fait la réussite. Et je dirais qu'on n'a pas la culture de l'échec, mais on n'a pas non plus la culture de la réussite. C'est un autre sujet. On en parlera justement à la fin de cette émission, on dira un petit mot là-dessus. Question de Franck qui nous demande, si vous êtes investisseur, alors je l'ai dit au début de l'émission, oui, je vais aller plus loin. Vous, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'il faut, si je suis un jeune entrepreneur, pour vous convaincre d'investir dans ma boîte? Sur quoi est-ce que vous portez attention en priorité? Moi, je vais faire très très court, parce que ça, c'est vraiment un débat sur lequel on pourrait tenir la journée. Il faut que j'apprécie l'équipe. C'est à la fois en termes de compétences et humainement aussi. Il faut que je comprenne un petit peu ce qu'il fait pour avoir l'impression. Donc l'équipe avant le projet finalement. Définitivement, parce que le projet qui marchera, c'est pas forcément le projet qu'on voit au début. Mais il faut aussi que je comprenne un petit peu l'espace, que j'ai l'impression de pouvoir apporter un petit peu quelque chose. Patrick C'est tellement banal, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est évidemment l'équipe, mais on ne peut pas imaginer à quel point c'est décisif dans la décision d'investissement qu'on peut prendre. Là, je le vois chez 10 000 volts, à chaque fois qu'on bâche un dossier, dans un cas sur deux, c'est à cause de l'équipe. Le projet est intéressant, parfois formidable, mais on ne sent pas que l'équipe est capable de le porter et de l'exécuter correctement. Ce qu'on appelle le fit, c'est ça Oui, ce n'est pas une question de fit, ils sont très sympathiques, mais on ne sent pas effectivement que l'équipe est homogène ou bien équilibrée, qu'il manque un CTO, il manque un type du marketing, etc. Donc je rejoins ce que disait Marc tout à l'heure. Les associations de copains, c'est génial, mais pour sa première boîte, pour bricoler, mais n'allez pas chercher des fonds forcément comme ça. Et par contre, si vous êtes un début d'équipe de copains éventuellement, n'hésitez pas à aller chercher des gens à l'extérieur, plutôt des seniors si possible, ou des gens qui ont déjà eu un track record, ou des seniors dans leur domaine, en marketing, en finance, je sais pas, en fonction du sujet, pour étoffer l'équipe. Et n'hésitez pas à lâcher des actions pour les impliquer, les retenir, quoi. Donc l'équipe, on ne peut pas imaginer à quel point c'est important. J'espère que le message est bien passé auprès des internautes. 2 dernières petites questions. Alors une question très spécifique sur Scoop It. Comment est-ce que Scoop It gagne de l'argent? C'est le modèle freemium, c'est ça? Voilà, exactement. Le modèle freemium, ça consiste à essayer d'augmenter son empreinte, son nombre d'utilisateurs par un mode gratuit. Donc c'est un modèle ouvert sur Internet. On vient, on tape scoop.it, on crée un compte, ça prend 10 secondes et hop, on est en ligne. Et puis derrière, il existe des fonctionnalités un petit peu plus avancées qui s'adressent plus au business et qui sont payantes sur un abonnement mensuel. Donc c'est un modèle SaaS classique.
Et une question sur l'État. Bat nous demande, et l'État dans tout ça, il aide à la création d'entreprises. Je rebondirai aussi avec vous, Patrick, qui avez fait plusieurs tribunes sur le Huffington Post notamment, qui ont fait beaucoup réagir et qui montraient un peu votre démotivation dans le climat actuel. Quel est votre sentiment actuellement? Toute mon inquiétude. Votre inquiétude, voilà, sur l'écosystème entrepreneurial français. Quel est votre sentiment actuellement sur les… Écoutez, pour l'instant, vous avez remarqué qu'on était assez silencieux, C'est vrai. moi et les pigeons Oui. et tout ça, depuis quelques temps, parce qu'il y a eu les assises de l'entrepreneuriat, que c'était une initiative extrêmement intéressante et novatrice dans la façon dont ça a été organisé par Fleur Pellerin et les différents ministères impliqués. Et donc, voilà, il y avait une volonté en tout cas de réfléchir et de travailler pas avec des technocrates, avec des gens du terrain. Il en ressort, vous le savez, puisque c'était hier, 54 propositions, dont des choses très importantes sur la fiscalité et sur comment rediriger l'épargne vers de l'investissement productif, et notamment vers les startups. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'être optimiste. Il faut que ça soit appliqué maintenant, c'est voilà. ça toute Donc la question. maintenant, les 54 propositions ont été présentées. De là va en sortir quelques mesures. J'espère que ce ne seront pas des mesurettes. Quelques mesures dans les différents domaines, que ce soit dans la formation, dans la fiscalité, dans plein de domaines de la vie de l'entreprise. Et j'espère que ça va redynamiser. Si ça ne se passe pas, c'est-à-dire que si ces mesures ne sont pas prises et qu'elles ne sont pas appliquées, par contre, je crains le pire. Parce qu'on a parlé des montants d'investissement, mais là, qui est un observatoire plutôt des fonds d'investissement, des VC. Mais il ne faut pas oublier qu'en début de chaîne, on l'a bien vu dans ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les business angels. Et qu'aujourd'hui, moi je suis un business angel, j'investis dans 3-4 startups en général par an. Cette année, c'est la première année où je n'ai rien investi parce que fiscalement, ça n'a aucun sens. Ça devient aberrant, ça devient de la donation, quoi. Donc voilà, donc si les mesures ne sont pas prises, on va casser un maillon essentiel de la chaîne de financement. Alors je rebondis juste avec une dernière petite question de Bat qui justement vous demande si les pigeons n'ont-ils pas fait du tort aux startups françaises vis-à-vis des investisseurs étrangers notamment. Qu'est-ce que vous lui répondez à Bat? Que je le trouve un peu gonflé. Oui, moi je vais en rajouter parce que je ne suis pas forcément d'accord sur tout. Je pense qu'il ne faut pas perdre la perspective de ce qui est en train de se passer. Je pense que le gouvernement doit agir pour la création de valeur et il a été très maladroit dans la façon dont il a communiqué aux entrepreneurs et les pigeons ont été une réaction à ça. Et ça, c'est absolument nécessaire et j'espère bien évidemment que tout ce qui a été fait avec des associations comme France Digital et bien d'autres, ça va porter ses fruits et certaines mesures vont passer. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus grand. C'est qu'on est dans un contexte mondial où la finance ne se porte pas très bien. On est aussi dans un contexte morose en France qui est indépendant de ce qui s'est passé dans les derniers mois. Il faut aller au-delà de ça. Il faut essayer de comprendre qu'il faut prendre plus de risques, comprendre qu'on est dans une période difficile et que loi fiscale ou pas loi fiscale, il va falloir se battre et qu'on ne va pas tout résoudre magiquement par quelques mesures. Donc c'est un ensemble de choses précises. Si je peux me permettre, la morosité n'est pas totalement indépendante de ce qui s'est passé il y a quelques mois. Je pense à partir du moment où tu as un gouvernement dans une période très difficile de crise qui ne donne pas une vision, un cap et qui n'encourage pas les entrepreneurs, ça contribue à la morosité. Moi, en tout cas, personnellement, et beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, je veux dire, ça a contribué à les décourager, à dire, voilà, à avoir par moment envie de baisser les bras. Non, je suis totalement d'accord. Tu vois, c'est pas totalement indépendant, c'est ça que je veux dire. Totalement d'accord avec toi. Je veux dire, c'est plus global. La situation est, oui, on est d'accord. est vraiment globale. Donc justement, elle ne va pas être résolue on magiquement. cherche le moindre signe d'espoir est bon à prendre. Mais par contre, ça veut dire que le moindre signe négatif, tu te le prends Donc ça veut dire que les pigeons restent vigilants, en éveil si jamais ça venait à… Et on a vraiment soutenu à fond ces assises de l'entrepreneuriat. Qui nous semblait, enfin on était nombreux, il y a pas enfin moi je ne fais pas vraiment partie des pigeons en plus, je suis un petit peu à côté, je suis une sorte de parrain amical, mais voilà, donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués dans le tissu économique sur ces assises, il en sort des choses très très intéressantes. Maintenant il faut espérer que le gouvernement ait envie de les appliquer. Et je peux tenter un petit message positif? Allez. En 30 qui secondes. ne contredit pas le tien, c'est qu'on a un problème de financement, on a un problème de morosité et on a un problème de direction pour créer de l'entrepreneuriat. Mais moi, je vois de plus en plus de jeunes porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tué le… et ça, c'est très très bien. Ça fait très longtemps que je regarde les créateurs de projets et aujourd'hui, les gens se lancent. On a monté un camping à Toulouse dans une assoce, la Tic Vallée. On a de plus en plus de dossiers qui arrivent, des dossiers intéressants. Il ne faut surtout pas tuer ça.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses à nos internautes et d'être venus sur ce plateau pour échanger sur vos expériences respectives. Startup revient comme d'habitude mercredi, la semaine prochaine sur Décideur TV à 12h30. Nous verrons l'exemple de 2 entrepreneurs qui ont créé leur boîte durant leurs études. C'est l'exemple de Maxence de Vaugalère de 3D Duo et Romain Sarels de Pubeco. Bon appétit, bonne journée et très bonne semaine.